scène. Hein. Sans quoi on ne pourrait pas, évidemment, faire nos conférences dans une belle salle comme celle-ci. Donc, nous avons environ une quinzaine de stands à l'extérieur, 15 associations de la région parisienne, des habitués que vous connaissez également. Et puis, nous, ce que l'on va faire, donc, M. Roy, ici présent, qui est vice-président de l'Observatoire de Triel, va vous présenter nos occupations du vendredi soir, ce que nous faisons à l'Observatoire de Triel. Donc voilà, je vous remercie. Ah, pardon. C'est bon, d'ailleurs. Merci, Patrick. Merci, je t'en prie. Donc tu me donnes combien Voilà, de temps 20 minutes. Combien 20. 20, c'est-à-dire que Sachant qu'on a 7 minutes de retard. C'est ça, donc jusqu'à la demi à peu près, c'est bien ça? Non, jusqu'à 25. 25. Bon, c'est pas grave, très bien. Très bien. Bonjour à toutes et tous, bien sûr. Donc, à l'Observatoire, qu'est-ce qu'on fait de... Alors, je descends comme ceci. Nous avons la chance d'être hébergés ici dans un site très beau et qui est sous le contrôle, enfin, disons, l'exploitation de la communauté d'agglomération des deux rives de Seine. Donc, je dirais, comme vient de le dire Patrick, mais je tiens à le répéter, un grand merci à cette communauté d'agglomération qui nous abrite, qui nous entretient les locaux et qui nous les met à disposition pour nous, simples amateurs, je dirais, indépendants du Parc aux Étoiles, mais qui nous devons d'avoir des activités avec le Parc aux Étoiles, en particulier des grandes mégastars parties, la journée, par exemple, de la science, la fête de la science, etc. Alors, qu'est-ce que nous faisons ici dans l'Observatoire lui-même? Tout d'abord, nous nous réunissons tous les vendredis soirs, ça c'est régulier, tant que nous avons quelqu'un qui peut ouvrir et qu'il n'y a pas de problème climatique. Je dirais, je crois que l'année dernière, il y a eu une journée fermée, je crois, non deux, oui, parce qu'il y a eu les feux de Saint-Jean, enfin bref, c'est exceptionnel. Globalement, nous sommes ouverts tous les vendredis soirs à partir de 21h. Tous les vendredis, quel que soit le temps, voilà. Sauf quand il y a beaucoup de neige. Et c'est déjà arrivé, voilà. On ne peut pas monter la côte. Exactement. Voilà. Sauf cas très particulier, disons que nous sommes toujours là, et je vous dis, quand il y a des manifestations aussi très particulières, genre feu de Saint-Jean, ou des fêtes de la musique qui nous prennent complètement le site, et donc nous ne pouvons pas laisser ouvert et venir tranquillement sans risquer d'interférer. Donc, à part ces quelques exceptions, on va aussi, quand on le peut, observer le ciel en campagne. Alors, on a trouvé un endroit très beau dans le Vexin, qui est à Liancourt-Saint-Pierre. Hein. Ce site a l'avantage de ne pas être trop loin, peut-être qu'une demi-heure environ en voiture d'ici, et il a l'avantage d'avoir déjà un très beau ciel et surtout très dégagé sur tout l'horizon. Donc c'est là que nous nous retrouvons pour faire des observations du ciel profond, alors qu'ici malheureusement c'est plutôt pour privilégier les planètes et les petits objets brillants du ciel. Et les comètes. Et les comètes, c'est venu en pleine campagne. Hein. Peut-être. Là malheureusement il y a des grands arbres. Ouais, bon, je dérive. Mais tu as raison, il faut aussi penser au comètes. Alors, ce qu'on a aussi, c'est des visites d'observatoire. Quand on attend des membres, on a fait plusieurs visites d'observatoire intéressantes, telles que Vincennes, telles que l'Observatoire de Paris, je crois, une fois. On a dû faire Meudon, une fois avec M. Locus. On a dû aller faire des observations dans la Meuse, là. Les côtes de Meuse. Donc certaines sorties comme ça sont faites lorsqu'on peut les organiser et que le temps se présente bien. Et je veux dire que depuis 3 ans, on a beaucoup de mal. Alors, bien sûr, on aide le Parc aux Étoiles, comme je vous disais en entrée, en particulier pour les observations publiques, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des conférences et qu'on peut observer, on aide, on sort les instruments et donc après les conférences, on observe le ciel. Et puis, d'une façon générale aussi, on est là pour accueillir tous les débutants qui viennent pour les conférences, mais qui derrière ne savent pas trop manipuler leurs instruments. Donc on est là pour les aider au maximum. Nous avons une bonne bibliothèque avec plus de 300 livres, on a des cassettes, des CD, des DVD, et puis des logiciels libres qu'on sait conseiller aux différentes personnes, en leur expliquant lesquels sont les plus simples à utiliser, gratuits, commodes, comme il faut. Bien sûr, on est, comme pratiquement tous les clubs d'astronomie, nous faisons de l'imagerie astronomique, et donc pour la capture, on utilise aussi bien les webcams que des CCD, mais bien sûr les appareils photographiques numériques.
Alors là, tout est possible. Ça passe des photos grand champ toutes simples sur un pied à des choses plus sophistiquées qui consistent à faire du suivi de comètes ou à faire des suivis lunaires. Mais ça, disons que tout le monde ne le fait pas. Il faut savoir qu'on peut faire de l'astronomie très simple avec simplement un pied, un appareil photographique, voire tout simplement une webcam derrière un télescope. Bien sûr, derrière, il faut traiter les images. C'est tout le bienfait, je dirais, de la capture d'images numériques, c'est que derrière, on peut les traiter sur des petits PC comme celui-ci, tout simplement, et avec des logiciels qui sont gratuits. Il y en a de très beaux, tel que celui d'Iris de Christian Bull, qui est complètement gratuit, disponible sur astrosurf.com. S'il y en a qui souhaitent plus de renseignements, bien sûr, n'hésitez pas à nous poser des questions. Bien sûr, on utilise Registax, qui est très connu, PSP, donc le Deep Sky Stacker qui vient aussi. Il y en a d'autres encore qu'on utilise, ce n'est pas du tout une liste exhaustive. Donc là, comme je vous le disais, on fait des photographies de tout type. Nous avons des grands spécialistes qui vont carrément en campagne faire des belles vues, mais ici on peut faire de très belles vues de la Lune comme celle que vous voyez, hein, ou des chapelets de Saturne bien présentés au cours du temps. Ça, c'est donc Alain Gorec qui nous a fait ces beaux assemblages de vues. Nous avons des membres qui choisissent tous les moments un peu spéciaux, un peu fatidiques, je ne sais pas comment dire, qui méritent une observation particulière, typiquement l'occultation de Saturne par la Lune. Donc tous ce genre d'événements, on les chasse au maximum. Quand une belle comète passe, comme tu le disais, on essaye de les voir. Hein, ça va de soi. Alors là, bon, c'est tout un art d'arriver à les animer. Hein. Et ça, ce sont vraiment des traitements numériques avec des logiciels libres sur des petits PC. Il faut vraiment savoir que c'est accessible. Elle allait très vite. Son déplacement, ça représente seulement 2 heures. 2 heures? Oui, 2 heures. Oui, elle traverse le ciel très vite. Ça très très vite. Donc ici, c'était pour dire aussi, Frédéric Kers nous a fait une très belle photo de l'éclipse de lune, vous voyez comme ceci. Alors on dit toujours qu'il faut un suivi lunaire quand on fait des photos d'éclipse de lune. Oui, c'est vrai quand on veut voir la totalité, la belle partie orangée et tout ça. Mais là, typiquement, celle-ci, c'est fait directement avec un appareil photographique numérique à main levée derrière le lunaire. Hein. Donc vraiment, il faut savoir qu'on peut s'amuser avec des montages tout simples, c'est-à-dire à peu près rien, on se met derrière un instrument. Voilà. Ici, un peu plus délicat, faire des belles photographies bien piquées sur des amas globulaires ou des amas stellaires. Là, ça mérite d'avoir des très bonnes mises en station, d'avoir des systèmes d'autoguidage, mais c'est accessible, c'est pas du tout, comment dirais-je, inabordable, c'est pas la première chose que l'on peut faire, mais c'est envisageable pour des amateurs. Là, un peu plus difficile, là, il faut un bon ciel. Ça, c'est des nébuleuses planétaires qui nécessitent d'avoir un fond de ciel correct, autrement, la nébuleuse est noyée dans le fond de ciel. Ici, plus compliqué, il faut vraiment être dans un bon ciel pour tout ce qui est ciel profond, c'est évident. Certaines nébuleuses comme celle-ci méritent d'être faites avec des filtres, tout simplement. Avec des bons filtres et d'être bien posées, bien traitées, on arrive à faire des belles choses comme celle-ci. Ici, aussi avec des filtres. Alors celle-ci a été faite ici même, je crois, sans problème, mais avec des filtres. Non, même pas, je crois que c'est même sans filtre, celle-ci, mais avec beaucoup de compositage. Donc dire, c'est tout à fait accessible. Ici, la planète Mars, quand on capte des planètes, alors là, avec des webcams, on a l'avantage de pouvoir faire des rafales, enfin des films, carrément, des films de la planète. Alors bien sûr, on a une image qui bouge tout le temps à cause de l'air chaud qui monte devant, la turbulence qui est engendrée par les mouvements atmosphériques. Mais l'avantage de prendre des films comme ça, où on se retrouve avec 200, 500, voire 1000 images d'affilée, hein, on peut décomposer le film en 1000 images séparées, et on peut choisir ensuite, parmi ces 1000 images, ou ces 500 images, on peut choisir la meilleure. Il y a des dispositifs qui permettent de trier celles qui ont beaucoup d'informations et d'éliminer toutes celles qui sont floues ou déformées. Et parti de là, on peut ce qu'on appelle les compositer, c'est-à-dire les mettre l'une sur l'autre, hein, si vous voulez, les additionner, et ça a pour effet d'annuler ce qu'on appelle le bruit, ou disons de réduire considérablement ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit. Donc le bruit se trouve par moyennage supprimé et les structures fixes se trouvent mises en valeur. Bon, comme c'est un terme, c'est pas prenons des termes simples. Donc quand on a fait des belles images, eh bien, il y a moyen de repérer et de noter toutes les topologies martiennes. Ici, cet hiver, c'était donc en janvier 2012,
Monique Kersin nous a fait une très belle animation de Io passant devant la planète, là, comme ça, et avec son ombre. Ah oui. Donc c'est toute une série d'images, si vous voulez, prises toutes les 5 minutes à peu près, et puis donc compositées d'une part pour obtenir une belle image, et ensuite comme elles sont toutes faites avec le même genre de temps de pause et la planète dans la même configuration, eh bien ça permet de voir le mouvement au cours de la nuit, sachant que ça, c'était juste au cours de, disons, 4 heures environ, 4-5 heures. Excusez-moi, alors Io c'est le plus proche de Jupiter? Oui, Io c'est le plus proche. Un Io, ensuite c'est ça doit être Europe, ensuite c'est Ganymède et Callisto. Et bien sûr vous avez un Maltais qui est encore plus proche, mais un Maltais il faut déjà un bon instrument pour pouvoir l'attaquer. C'est plus délicat. Alors nous faisons aussi de la spectroscopie. De la spectroscopie, pour ce faire, déjà on peut faire des exposés pour toute personne qui souhaiterait avoir une conférence sur la spectroscopie, c'est tout à fait organisable. Hein, les gens du Parc aux Étoiles en particulier, Francis Lefebvre maîtrise très bien toutes ces techniques. Nous avons acheté dans le cadre de l'Observatoire donc un spectroscope LIR3, c'est-à-dire un spectroscope qui permet de résoudre à haute définition, à haute résolution. Hein, c'est à très haute résolution, puisqu'il y a une résolution suffisante pour mettre en évidence, par exemple, la rotation de l'anneau de Saturne, hein, la rotation du globe de Saturne. Ça, c'est fait toujours pareil par Christian Buil, Olivier Tizzi, donc du club Aude, enfin de tout ce qui est l'équipe Aude. Alors, ici, l'Observatoire, rien ne nous arrête, enfin, on essaye un peu tout, et en particulier, on n'hésite pas à construire des instruments et les améliorer. Ça va, donc, en particulier, ici, déjà sous l'impulsion d'Audouin Lolfus, et il a été réinstallé une réplique de lunettes de Huygens, c'est-à-dire que la Société astronomique de France, l'Observatoire de Triel et Gilles Faroni, donc un club d'astronomie dans le sous-tour, dans le Saint-Avertin, ont permis de réaliser une lunette de Huygens que vous pouvez observer dehors et qui est la réplique exacte de la lunette qui a été faite par Huygens en 1695. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Alors, nous avons beaucoup utilisé les microcontrôleurs, en particulier pour pouvoir piloter des moteurs pas à pas et avoir justement les mouvements sidérales, mouvements lunaires, mouvements, comment dirais-je, solaires. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été trop vite. Non, j'ai été trop vite, excusez-moi. J'ai fait n'importe quoi. Voilà. Je suis désolé. Donc, on a pas mal arrangé tous ces microcontrôleurs, mais là maintenant on a une nouvelle technologie qu'on cherche à mettre en œuvre, c'est les cartes Arduino qui permettent de... C'est quoi les microcontrôleurs? Alors, les microcontrôleurs, c'est pas compliqué, c'est l'équivalent du microprocesseur, mais avec des entrées-sorties, et qui sont des tout petits boîtiers qu'on peut mettre directement. Donc, on peut coupler à des PC et qui ont l'avantage d'avoir des sorties analogiques qui permettent de contrôler les processus. Ah oui, typiquement des codeurs d'angle, typiquement des moteurs pas à pas, typiquement des ouvertures de cimier, des choses comme ceci, moyennant des relais derrière. Ensuite, le connecteur APN shutter, ça c'est une chose qui avait été faite lorsque ça n'existait pas dans le commerce. Maintenant, ça se trouve chez Pierrot Astro, enfin bon, ça se trouve, je dirais, dans le commerce. Alors, la réparation d'instruments défaillants, ça effectivement, on essaye au maximum de réparer les instruments qui ont eu des malheurs aussi bien au niveau optique qu'au niveau électronique. Typiquement, on a eu des célestrons, des MID de 100 mm qui avaient des problèmes de suivi, et en fait, on a su trouver où les fils étaient décrochés, enfin, qu'est-ce qui ne marchait pas là-dedans. Donc, je dirais que quand un instrument a des soucis, on n'hésite pas à l'ouvrir et à le regarder, comprendre comment ça marche, chercher les plans et réparer dans la mesure du possible. C'est ce qui a été fait sur deux instruments, sur l'autre 300 mm et sur un 200 mm mine. Et puis on construit aussi des instruments, on est déjà deux à avoir construit des Dobson déjà, et là en ce moment on s'attaque à la construction d'une lunette solaire à base de PST. Donc ici vous voyez la lunette de Huygens et les résultats que ça peut obtenir. Donc ici pour les besoins du Parc aux Étoiles, une maquette de Huygens lui-même en personne a été faite pour bien faire comprendre au public comment marche cette lunette de Huygens, c'est-à-dire avec une personne qui a un système basculant, un fil tendu entre l'oculaire et l'objectif,
Donc pas de tube compliqué, rien du tout, juste un objectif, un oculaire, le tout relié par un fil, qui permet de mettre les optiques exactement dans l'axe de l'autre. On se déplace là derrière, où on monte, on descend sur le poteau. Je ne sais pas si on voit, oui, le poteau qui est là. Oui. Il suffit de monter, descendre, l'objectif qui est ici, monter, le descendre pour attraper l'objet. Et derrière, vous avez la partie, vous voyez, qui bascule et qui tire donc l'oculaire avec son fil tendu direction l'objectif. Donc ça marche très bien. Et ça marche vraiment. Très très bien. Remarquable. Alors justement, on a mis quelques images. Vous voyez par exemple, Castor, bon, un peu traité parce que je ne vous cache pas que le suivi derrière un instrument de ce style, il y a quelqu'un qui tient le webcam, quelqu'un qui tire l'instrument, quelqu'un qui joue sur le PC, quelqu'un qui... Enfin, c'est un petit peu compliqué. On a réussi à faire donc, des petits films donc, en AVI avec des webcams, et après avec un petit peu de traitement, sélection des bonnes images, ben, voilà ce qu'on peut faire avec un objectif de 10 cm de diamètre sur l'étoile double Castor qui fait 2 secondes et demie sauf erreur de séparation. Vous voyez, ça donne vraiment, je dirais, et là c'est une image moins traitée, simplement une image brute, mais qui était bonne, tout simplement. Donc c'est dire vraiment, alors voilà les planètes qu'on a réussi à avoir comme ça à la volée, hein, donc il y a Mars quelque part, non je ne l'ai pas mise. Et ça c'était pareil avec un appareil photo directement derrière à main levée. Donc c'est vous dire, ça donne de très bons résultats. Le seul problème de ce genre de montage, c'est que ça prend de la place, il faut avoir un grand poteau. Ça, le grand poteau, c'est pas simple. Mais une idée qui nous traverse, c'est d'essayer de faire ça avec les barres qui soutiennent les drapeaux sur les plages. C'est quand même pas les lentilles de l'époque? Non, ça c'est une lentille refaite par l'atelier de la Sorbonne. Enfin, c'est Gauthier Philippon qui l'avait faite à l'époque. Donc une lentille sens, inversée, un plan convexe, légèrement convexe. Alors ça c'est la plane shutter, donc on en a parlé, je passe, c'est un peu obsolète. Il y a mieux maintenant en commerce. Et alors là, maintenant, lunettes solaires, construction actuellement en cours. Nos membres de l'Observatoire disposent de belles machines d'outils, hein, un tour d'une part, une fraiseuse d'autre part. Et donc, l'idée de faire ce qu'a fait déjà, c'est pas une nouveauté, c'est pas une invention, mais ça a déjà été mis en œuvre d'une part par Jean-Marc Leclerc, et d'autre part par, très brillamment, et d'autre part par l'Observatoire populaire de Rouen, l'Observatoire de Rouen. Et où ils ont carrément donc acheté chez Bader des URF, des injecteurs d'énergie, ce sont des filtres à bande essentiellement dans le rouge qui enlèvent tout ce qui est trop le visible et surtout tout ce qui est infrarouge, de telle sorte que les filtres ne chauffent pas derrière. Hein. C'est vraiment un réjecteur de chaleur et ça existe dans tous les diamètres. Il faut savoir qu'il y en a des pas chers, d'autres un peu plus, mais à Rouen, ils en ont acheté un de 160 de diamètre, donc 16 cm de diamètre pour mettre devant le millimètre, et ils obtiennent des résultats magnifiques, absolument magnifiques. Alors l'idéal, bon, il y a deux façons de faire, soit garder le PST tel qu'il est et simplement retourner une pièce pour pouvoir s'adapter à la lunette. Et la deuxième solution, ça va, c'est pas trop, oui. La deuxième solution, c'est de tout déplayer, vous voyez, enlever toute l'optique dedans et retourner les pièces pour tout remettre dans l'axe et avoir un blocking filter remis derrière. Donc c'est de la mécanique, mais une très belle mécanique, mais les résultats, en tout cas à Rouen, sont splendides. Et d'ailleurs, ce qu'a fait Jean-Marc Leclerc, on peut regarder sur son site, là, sur astrosurf.com, c'est magnifique. Donc c'est en cours, on commence à faire ça, et l'idée, si vraiment ça marche bien, qu'il vient d'être de 90 qu'il a en ce moment, là, ça va être fait sur une lunette 90, et bien si réellement ça marche bien, on le met sur notre grosse lunette 230. Là, alors, à titre indicatif, ça, c'est à peu près 1000 € ou 1200 € pour le 16 cm. C'est pas donné, mais bon, c'est une belle pièce optique à face parallèle, teintée dans la masse. Mais ce que je veux dire, c'est pas de la bricole. Et pour les petits, ça c'est en centaines d'euros, c'est sur 200 €. Il n'y a pas de problème. Par contre, ça vaut le coup d'acheter un blocking filter complémentaire. Un blocking filter, qu'est-ce que c'est? C'est le petit filtre rouge qui est ici. Dans le PST, fait 5 mm de diamètre, donc ça fait un champ très réduit. On peut en acheter qui font 10 mm de diamètre, 10 mm de diamètre pour des prix corrects. Alors, nous avons encore un grand projet, et toujours actuellement, c'est le projecteur d'étoiles de la Villette, qui a été récupéré en 86, c'est le Starball, c'est un projecteur d'étoiles, c'est le planétarium de la Villette, qui a été récupéré pour l'euro symbolique, et nous sommes actuellement encore avec une école pour le rénover, le réinstaller du point de vue optique et mécanique. C'est un peu en suspens pour le moment, mais on a la promesse pour le moment d'avoir un
comment s'appelle, le dôme qui serait construit ici. Un planétarium, donc le dôme planétarium, qui serait construit ici même. Les budgets ont été votés. Malheureusement, il y a des restrictions en ce moment, donc les sous ne se développent pas, mais disons que c'est en très bonne voie et le projet est très bien reçu. Nous souhaitons aussi, avec Jean-Louis Rault, on a été un peu perturbé en ce moment, remettre ces antennes en route, et en particulier le Parc aux Étoiles le souhaite, parce que bien les visiteurs nous posent la question, qu'est-ce que ça devient, à quoi ça sert, est-ce que ça marche? Et donc le but est de refaire comment dirais-je, observer les étoiles filantes avec ces antennes, avec le concours de Jean-Louis Rault qui maîtrise parfaitement. Donc ici, l'observatoire, bon, ben, vous pouvez le contacter directement sur son site. Evelyne Diaz nous maintient un très beau site et en est le webmaster. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas. Des applications ont été développées donc, par Jérôme Diaz, en particulier une application pour iPhone et iPad pour l'aide à la mise en station et puis pour pouvoir regarder les images prises par SOHO. Ici, je ne sais pas si vous avez des questions, j'ai survolé très rapidement. On a une belle Saturne, on a ici une photo de Cassine Huygens qui nous permet de remettre un tout petit peu plus loin. Petit par ici. Petit point. C'est nous. C'est la Terre. Donc vous voyez, nous sommes bien petits à côté de ce grand monde de cette vue par Cassine Huygens. C'est l'Europe en plus. Comme dit Braille, c'est l'Europe. Oui, c'est l'Europe. C'est tourné de notre côté. Oui, Il paraît. oui, ben, c'est bien. Mais on peut que On verra. Merci de votre attention. Ouais, il faut le faire pour le mettre sur celui de